Mais j'attends que t'arrêtes de faire du bruit. Le Ginette Club. Tea time entre amis. Épisode 3, celle qui questionne, avec Julie et Thomas. Bonjour tout le monde, ici Marion, et cette saison dans le Ginette Club, avec ma binôme Julie, on a eu envie de parler d'amitié. C'est un lien super important pour nous, et on trouve qu'on en parle moins souvent que les relations amoureuses. Pour discuter de tout ça, aujourd'hui on accueille tout d'abord Thomas, 32 ans, consultant en politique, et jeune marié, et Julie, 46 ans, comédienne marionnettiste, célibataire. Donc eux, ils se connaissent depuis à peu près 20 minutes. Ils viennent de se rencontrer. Par contre, Julie et moi, on connaît Thomas et on a vu la Julie invitée une fois avant. Bienvenue à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous les deux. Tout d'abord, une question qu'on va poser à chaque début d'épisode. C'est quoi l'amitié pour vous? Mais en fait, donc c'est ce qu'on se disait juste avant le podcast. C'est super difficile à définir l'amitié parce que en gros, toutes les relations amicales fortes, on a tendance à les rapprocher soit à la sexualité, soit à la famille, quoi. En gros, je t'aime amicalement comme un frère ou je t'aime comme mon amoureuse, quoi, ou mon amoureux. Et en tout cas pour moi, ce que je me dis, c'est que l'amitié c'est archi central dans ma vie et c'est mon espace de liberté, je dirais. C'est avec mes amis là où je me sens complètement moi-même, quoi. Et où je peux dire ce que je veux, où je peux dire ce que je pense, être ce que je veux et être ce que je pense être. Donc voilà. Donc c'est un safe space. Safe space. Et puis, ce que je trouve chouette dans l'amitié, c'est que c'est tourné vers les autres, quoi. Tu vois, t'es toujours l'ami des amis de tes amis, donc c'est le lieu aussi de la rencontre et tu vois, de l'extérieur, je veux dire, le lieu du dehors, quoi, un peu. Mais oui, c'est très difficile à définir au-delà de le comparer à la sexualité ou à la famille, quoi. Moi, je dirais que l'amitié, c'est une relation d'amour inconditionnel. Et je crois que c'est le fait justement de pas être en couple qui m'a permis de donner cette définition-là. Et c'est une relation qui vient te chercher de tous côtés en fait. Donc les amis sont là dans les moments de coups durs, ils te soutiennent, ils sont là dans les moments de joie, de partage. Mais ils sont aussi là, et pour moi c'est super important, pour te confronter dans les moments où tu prends pas soin de toi, quoi. Voilà, une relation d'amour inconditionnelle. Toi pur. Ok, ça commence fort. Voilà. À demain. Mais c'est pour ça que c'est intéressant pour moi de la questionner par rapport à la relation amoureuse. Bien sûr. Parce que la relation amoureuse, en effet, a tendance à devenir centrale à un moment donné. Mais on s'est rendu compte aussi que c'était pas facile à définir. Enfin, c'est la première question un peu, du coup, et on rentre dans le vif du sujet, mais même nous, quand on a travaillé sur le podcast, c'est qu'est-ce que l'amitié, et ça dépend de tout, enfin, ça dépend vraiment de chaque personne, et moi, j'aurais tendance à dire que ça aurait été facile, en fait, c'est compliqué à définir, donc c'est un côté un peu intense, quand même. Je crois qu'on manque de mots, pour moi, c'est vraiment une relation d'amour. Très oui, c'est de l'amour. Mais on vit dans une société qui met l'amour, en effet, qu'il rattache à la sexualité, au couple, à l'amour amoureux. Et moi, j'ai des élans d'amour de fou, en fait, pour mes amis et mes amies. Et donc, où ça se place en dehors d'une relation amoureuse? C'est quoi la différence, en fait, de cet amour que j'ai pour mes amis et de cet amour que j'aurais pour une amoureuse? Il y en a qui diront que c'est l'attirance. Peut-être c'est la sexualité. Ouais. Peut-être pas. Peut-être pas. Ça fait un peu, vous avez 4 heures, 10 heures de philo, allez. Et ça doit être hyper intéressant d'aller En tout cas, on commence avec 2 belles définitions. Moi, ma question va être, a priori, un petit peu plus simple. Grosso modo, vous voyez vos amis à quelle fréquence et qu'est-ce que vous faites avec eux? Alors, moi, j'ai plusieurs cercles d'amis.
J'ai des amis qui sont vraiment pour moi liés à mon enfance. J'ai encore des amis que je connais depuis maintenant 43 ans. Wow. Qui sont vraiment des amis attachés du coup à mes racines, quoi. Et donc ces gens-là, je les vois 1-2 fois par an. J'ai des amis qui habitent loin, que je vois peu. Après, avec les visios, tout ça, il y a moyen de se voir un peu plus régulièrement, mais puis il y a un cercle d'amis proches qui est géographique, quoi, qui est lié à là où je vis aujourd'hui, mon activité professionnelle, et ces gens-là qui font des cercles différents. Je sais pas, un groupe d'amis, quoi. Je peux te dire que je les vois 2-3 fois par semaine. Je vois des amis 2-3 fois par semaine. Donc c'est une bonne fréquence. Ouais. Et vous faites tout type d'activité? Et alors, je fais quoi avec mes amis? Je mange. La base. La base. Je papote. J'aime bien les thés papotes avec certaines amies. Je fais des sorties culturelles. Je vais au théâtre, je vais au cinéma avec d'autres. Je parle bouquins avec d'autres. Je me balade aussi. Des promenades en forêt. Ouais. En gros, moi, je trouve que ce qui a changé là dans les 10 dernières années, c'est que quand j'étais étudiant, donc il y a maintenant pas si longtemps, mais quand même un petit 10 ans, les amis étaient tout le temps là. C'est-à-dire qu'on vivait quasiment ensemble, c'était le cœur de mes relations sociales, c'était les amis. Et j'étais déjà en couple à l'époque et déjà avec la même personne, en fait. Mais t'étais en coloc. J'ai fait coloc, pas coloc, appart seul, appart chez les parents, etc. Mais tout le temps de l'étudiant, de la fac, ça a été un temps où il y avait tout le temps des amis en permanence du matin au soir. Et c'était des amis avec qui tu étais à la fac, justement, donc tu les voyais la journée et après les cours, Ouais, ou c'était d'autres exactement. potes? C'était des amis de la fac. Alors moi, un peu comme ce que tu disais, j'ai des vieux copains aussi qui datent de mon école primaire, tu vois. Donc et souvent en fait, on s'est retrouvés à la fac, donc tout ça se mélange un peu. Mais en gros, voilà, donc il y avait la fréquence, c'était au-delà de la fréquence, quoi. C'est-à-dire que c'était tout le temps. Et en gros, la rentrée dans la vie professionnelle, ça a complètement réduit cette sociabilité, tu vois. Et aujourd'hui, j'aime bien ce que tu dis. Il y a les amis géographiques, on se voit, disons, 1 fois par semaine. Et après, il y a tous ces amis d'avant, un peu de l'université, etc., où les uns et les autres sont eux-mêmes rentrés dans la vie professionnelle, dans le couple, dans les enfants, la famille, etc. Ils ont parfois déménagé aussi. Moi-même, j'ai déménagé. Je viens de France et j'habite à Bruxelles. Et là, on se voit quelques fois dans l'année. Et par contre, on se revoit autour de week-ends, de vacances. On organise des choses ensemble, quoi. C'est assez... Enfin, le fait de pas vivre au même endroit que tes meilleurs amis, ça efface un petit peu la spontanéité de... on se retrouve à 18h ce soir. Ouais. C'est pas possible, parce qu'on habite à 400 bornes les uns des autres. Donc, on s'organise pas mal de week-ends, des semaines de vacances, des voyages. Ça a fait aussi, ce qui est intéressant, j'y pensais ce matin, ça fait aussi que, en fait, souvent, quand je vois mes vieux amis, on passe 2-3 jours intégralement ensemble, en fait. Donc c'est une relation qui s'approfondit dans ce sens-là, parce qu'on passe des plages de temps, mais infinies, mais juste entre nous, puisqu'on décide de se voir. Et l'autre chose que ça a fait qui est rigolote, c'est que comme on s'organise beaucoup de choses ensemble, on se mélange avec les familles. C'est-à-dire que souvent, si tu pars en vacances chez un copain, il y a peut-être son frère, sa sœur, ses parents, etc. Et tout ça finit dans une espèce de grand mélange. Donc c'est assez... je pense pas qu'on ait perdu en intensité de ce fait, mais on a beaucoup perdu en fréquence, ça c'est sûr. Je vois... Bon, pour répondre rapidement à la question, je pense une fois par semaine, 1-2 fois par semaine, quoi. Mais du coup, tes amis qui vivent pas à Bruxelles, c'est quand même genre, vous passez pas non plus une année sans vous voir. Et vous arrivez à vous organiser. Ça, c'est une espèce de... Donc ça, c'est un choix conscient de ma part, c'est que je veux pas passer 1 an sans voir les gens que j'aime. Donc c'est beaucoup d'efforts, mais on essaye d'organiser. Et si on n'arrive pas à organiser un week-end, une semaine de vacances, etc., au moins un dîner en one-to-one ou des trucs comme ça. Mais non, j'essaye de pas passer 1 an sans voir une personne très proche. Ce qui fait que probablement ça limite le cercle aussi des gens très proches que tu peux voir, parce que
t'as un nombre fini, quoi, de temps que tu peux accorder à ce genre de sortie et tout, mais non, il n'y a pas de cas, on se serait pas vu pendant 4-5 ans et on se retrouve. Bien que ce serait possible probablement, mais pour le moment, non. Et qu'est-ce qu'on fait ensemble? Bah, pas grand-chose en fait. Hein. On mange. On voit. Pendant très longtemps, on picolait. Et ça, c'est un truc qui a vachement changé aussi, c'est que l'activité centrale de se retrouver, c'était de boire des bières, ce qui est vraiment pas super intéressant comme activité. C'était très drôle à 18 ans, mais enfin tu vois. Moins drôle maintenant. Bah, on va dire c'est pas très riche quoi, comme tu vois, comme activité. Donc. On parlait des lendemains, bien évidemment. Sans parler des lendemains, mais du coup, donc on mange, on discute beaucoup. Ouais, oui, je maintenant pense que... on se fait une bouffe, et ce qui permet de discuter pendant des heures après que viens on se retrouve en teuf à 1h du mat et c'est vraiment le début de soirée où du coup on se raconte nos vies. C'est ça. On fait des podcasts en fait. On fait des podcasts pas enregistrés. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais du coup, pour revenir à ce que tu disais, du coup, t'as l'impression que ça a vraiment changé quand t'as commencé à bosser, en fait. Du coup, c'est le temps de travail, puisque j'imagine tes journées sont plus longues que quand t'étais étudiant. C'est clair. C'est-à-dire que moi, j'ai étudié à l'université, et à l'université, ça te donne un truc dans la vie, c'est du temps, quoi. C'est-à-dire que t'as un temps infini, quoi. Et là, c'est vrai que l'entrée dans la vie professionnelle avec un taf prenant, mais je dis pour moi, mais pour mes potes c'était pareil. Hein. Enfin, je pense qu'on a tous vécu la même chose en parallèle. Ça. Moi non. Non, mais je veux dire dans la bande à laquelle je pense, ça réduit énormément le temps qu'on passait ensemble, mais parce qu'on partait de très haut aussi, de beaucoup de temps, tu vois. Et donc c'est sûr. Mais de beaucoup de temps libre. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, toi, t'as pas ressenti la même chose? Non, mais quand tu parlais du parcours d'études et puis du passage à la vie professionnelle, pour moi, c'est même presque l'inverse en fait. Moi, j'ai quitté le village où j'ai grandi pour venir en ville étudier. Donc, je suis arrivée dans un endroit plus ou moins où je connaissais assez peu de gens en tout cas. Mais j'ai eu un parcours d'études qui me laissait très peu de temps. Okay. Au conservatoire, c'était des journées très très longues et très intenses avec un groupe. Et finalement, moi, j'ai un métier qui fonctionne assez fort relationnellement avec les gens avec qui je travaille. Donc, c'est des projets qui vont être... c'est un temps de création ensemble. Donc, c'est très intense. On est nos propres outils. Donc, en fait, on partage des choses, on partage des émotions très fortes, on partage des moments de doute très forts, on partage de la fatigue. Enfin, il y a vraiment quelque chose de... Je sais pas, c'est peut-être comme une équipe sportive, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai aussi ce rapport-là, quand je parlais des cercles d'amitié. Quand pars sur un projet, je sais que c'est une aventure de 3 ans en général, quoi. Ça dépend un peu, mais je vais avoir des amitiés très fortes avec ces gens avec qui je travaille. Et puis le travail fait que le spectacle se termine, il tourne plus, on part sur d'autres créations. Et puis c'est bien qui ont été très très forts. C'est des gens avec qui je reste attachée, mais c'est moins intense, quoi. Donc ça crée aussi d'autres. Pour moi, il y a vraiment un rapport entre la vie professionnelle qui a créé du lien amical, quoi. Ça, c'est génial. Moi, je dois dire que j'envie un peu ça. Parce que moi, je dirais que c'est plus ou moins l'inverse. C'est-à-dire que je fais un métier assez corporate, on va dire, ou qui n'incite pas vraiment à des relations d'amitié. Donc, c'est arrivé une fois ou deux, mais dans l'absolu, franchement, les gens avec qui je bosse sont pas des potes. Et on n'est pas, non pas qu'on s'aime pas, mais je veux dire, tu vois, il y a pas de, c'est une relation de travail. On tisse pas de lien, quoi. Ouais, c'est vraiment l'activité qui nous réunit. Et souvent, tu vois, je me dis, justement, comme je trouve que je vois pas assez mes amis, ça me gonfle un peu d'aller faire un pot avec des collègues, alors que je pourrais allouer ce temps à des gens que j'aime vraiment, tu vois. Donc, non, mais voilà, c'était juste pour rebondir. Très bien. Oui, c'est ça. On rebond. Aujourd'hui, l'épisode, il est centré plus en mettant un peu en opposition le couple et l'amitié. Enfin, en opposition, c'est peut-être pas le terme, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Une étude de l'université d'Oxford a révélé qu'une nouvelle relation amoureuse peut entraîner la perte d'environ 2 amis proches. Ce qui est assez énorme, je trouve.
Donc quand on a lu ça avec Marion, on avait eu envie de parler de l'amitié et du couple pour creuser un peu ces relations et essayer de comprendre comment du coup l'amour romantique va prendre parfois un petit peu le lead sur la vie des personnes. Lorsque vous faites une rencontre amoureuse, est-ce que vous êtes sensible à ce que vos amis pensent de votre partenaire et vice versa ou... Moi, en fait, ça fait super longtemps que je suis en couple avec la même personne. Donc, on s'est rencontrés à 19 ans. Donc, à cette époque-là, justement, l'amitié, c'était mon rapport humain normal, quoi. C'est ce que je disais juste avant, enfin ce qu'on disait juste avant, je passais 15 heures par jour avec des amis. Et du coup, en fait, avant même qu'on se mette ensemble avec Clara, je lui ai présenté mes amis en fait. Et parce que je pense pas que j'avais besoin de l'assentiment de mes potes pour m'engager dans une relation, mais par contre, enfin c'était complètement naturel pour moi que cette relation amoureuse elle s'insère, qui était naissante en plus, c'était même pas vraiment une relation amoureuse, mais elle s'insère naturellement dans mon mode de vie de l'époque, quoi. Donc, et je dirais qu'aujourd'hui, dans ma bande d'amis, on va dire principale ou le pilier un peu des amis d'enfance, du collège, de l'université, c'est une bande de garçons en fait, et auquel c'est agrégé à chaque fois. Les copines, les compagnes, les femmes de ces mecs-là, tu vois. Et que maintenant, on forme une espèce de bande cohérente. Les nanas sont devenues aussi copines entre elles. Tout s'est un peu croisé. Et donc, voilà, c'était giga important que tout le monde s'entende bien. Je pense pas que c'était un choix vraiment conscient, mais ça s'est fait comme ça. Et c'est génial. Enfin, ça fait vraiment une bande très soudée, quoi. Ils ont pas influencé, mais t'as quand même mis en fait tout ça en commun. Donc, l'air de rien, si par exemple Clara n'avait peut-être pas était pas devenue amie avec tes amis, est-ce que tu crois que ça aurait perduré ou Je pense que oui. Écoute, accessoirement. Non, je pense que oui, mais tu vois, je me suis fait une réflexion ce mois-ci, c'est que aujourd'hui, j'ai quasiment pas d'amis qui ne seraient qu'à moi entre guillemets et pas partagés avec ma compagne. Tu vois ce que je veux dire? Les amitiés se sont vachement fusionnées avec le couple, je trouve. Et après, les nouvelles amitiés qu'on a agrégées ensemble, on les a souvent rencontrées ensemble ou nourries ensemble, même si ça peut venir de l'un et de l'autre. Mais tu vois, je distingue pas tant que ça la relation de couple et la relation amicale dans ce sens, quoi. Je trouve que les deux se sont quand même vachement nourris l'un de l'autre, quoi. Ok. Après, Clara aurait pu bien s'entendre avec tes amis sans devenir proche d'eux, ça peut arriver aussi. Ah, mais je pense que c'est le cas pour plein de gens. Il y a des copains qui viennent dîner à la maison et elle se dit genre, ok, cool, mais c'est pas non plus le régal absolu qu'il y ait Michel qui passe dîner, tu vois. Mais donc non, je dis pas que tout le monde est tombé amoureux amicalement les uns des autres, mais en tout cas, il y a jamais eu d'opposition ou tu vois, ça s'est fait quand même relativement naturellement sans trop le pousser, quoi. Mais du coup maintenant, ouais, en fait, comme donc tu disais, on s'est mariés il y a 15 jours et tous les potes qui étaient là, en fait, ils sont amis des deux, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai un cousin que j'ai croisé pendant le mariage et qui m'a dit c'est rigolo, dès que je croise un gars il me dit je suis l'ami de Clara et Thomas. Et en fait ça c'est complètement mixé, quoi. Et du coup mon message c'est de dire le couple n'interdit pas en fait les rapports ou ne brime pas, je pense pas, les rapports amicaux, quoi. Et tu peux continuer à construire des rapports amicaux même dans le cadre du couple, quoi. Après, on n'en sait rien du tout, mais peut-être que le fait que vous soyez rencontrés quand même jeunes, ça, vous étiez vous-même encore en construction, etc., en tant que personne, donc ça a aidé à ce que les amis s'en mêlent. À 25, 30 ou 35 ans, c'est peut-être, j'en sais rien, mais peut-être un peu différent. Oui, c'est peut-être différent quand même. Ouais. C'est peut-être aussi une façon de faire couple qui est en lien avec l'amitié, quoi. Moi, j'ai commencé ma vie d'adulte aussi avec une histoire amoureuse hétéro qui a duré 11 ans, aussi à partir de mes 19 ans. Et comme je disais, j'ai quitté mon
ma terre natale, quoi. Et donc, et j'ai tendance à être dans des relations amoureuses très fusionnelles. Et donc, les amis de mon compagnon sont devenus mes amis, très très clairement, quoi. Donc par rapport à est-ce que c'est important que mes amis apprécient mon ou ma partenaire, moi j'ai la sensation que j'ai pas démarré à cet endroit-là, d'avoir des amis et que eux puissent accepter ou aimer ma partenaire. Ouais, en fait, ils étaient pas spectateurs d'un début de relation avant. Oui, et je crois que c'est pas ma manière de fonctionner aussi. Okay. Je crois que je vais là où j'ai envie d'aller, okay. Même aujourd'hui. Okay. Alors, ça reste un fonctionnement où mes amis, pour moi, sont des espèces de garantes, garantes. Même si je peux pressentir que je suis pas au bon endroit dans une relation amoureuse, je vais aller là où je dois aller, mais je sais qu'elles sont là, qu'elles et ils sont là, quoi. Et donc, aujourd'hui, je peux dire oui, c'est super important que mes amis apprécient ma partenaire parce que ça raconte quelque chose de moi, parce que je sais que mes amis, je suis au bon endroit avec eux, avec elles, et que si la partenaire que je choisis n'est pas en accord avec les valeurs de ces personnes que j'aime, il y a un souci. C'est que je vais chercher autre chose dans cette relation. L'inverse que tu vas dire, un peu warning, si ta partenaire, elle est pas en phase, c'est dans ce sens-là plutôt. C'est tes amis qui vont être le curseur. Enfin, pas le curseur. Oui, des vigilances. C'est eux les repères de base. Des points de repère qui me disent « Ah, il se passe un truc étrange, j'y vais, mais ouais, j'ai quand même envie d'y aller, d'accord, j'y vais. Ah, on s'entend pas du tout avec mes amis, mais c'est pas grave, je l'aime. Tiens, c'est bizarre quand même. » Mais oui, c'est un bel accompagnement, quoi, en fait, d'un ami ou une amie qui dit je crois que ça déconne, mais je suis là. Vas-y, quoi, je suis là. Bah, c'est super chouette. Bah, à nos âges, c'est peut-être plus courant de dire ça, mais se dire ça tout jeune. Ça dépend des caractères, je pense. Ouais. Se dire ça tout jeune, dire la vie de mes amis, oui, mais j'y vais quand même et je sais qu'ils seront là, c'est hyper chouette, quoi. C'est hyper mature. Ouais, c'est la vie de mes amis et j'y vais quand même. Oui, mais j'y vais quand même parce que vraiment, il y a quelque chose de. Là, mais je suis en pleine confiance, tu vois, de dire ben ouais, je sais qu'il y a un truc qui foire, mais quand même, j'ai besoin de le vivre et donc. T'es là? Ouais, je suis là. Ok, bon, ben, merci. Merci on reste avec toi sur la route, t'inquiète. En backup. C'est hyper beau, je trouve. Ouais, c'est hyper beau parce que moi, un ami ou une amie qui me dit, mais en fait, là, ta partenaire, c'est n'importe quoi. Bah, j'ai aucune raison de dire, bah oui, t'as raison, je vais pas y aller. Enfin, parce que le sentiment amoureux, il y a un élan, il y a un truc que tu comprends pas toi-même, je crois, qui fait que, bah, oui, ton ami te connaît, mais en quoi il saurait plus que toi, voilà, il peut voir la relation et avoir son idée dessus. Bon, ça me fait rire, c'est un peu cliché, mais on dit souvent ça, en tout cas, entre filles, amies-filles. En fait, on demande l'avis de toutes ses copines pour au final faire en général exactement l'inverse de ce qu'on a envie de faire. Et après, on se plaint et tu veux qu'on prenne le temps d'en parler un peu? Parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire. Des noms vont fuser. Spills. On peut remettre le spoiler alert si tu veux à ce moment-là. On aime bien caser des petites citations dans les épisodes. Donc en faisant des recherches, on a trouvé un universitaire américain, et je suis désolée d'avance si la prononciation n'est pas bonne, qui s'appelle Woo Jun-wen, qui a dit les gens semblent croire que l'amour apporte plus de bonheur que l'amitié. Mais nos résultats montrent que les amitiés proches sont un rempart stable contre la dépression, tandis que l'impact des relations amoureuses varie selon les âges et le contexte. On a cru comprendre précédemment que pour vous l'amitié c'était ultra important, mais voilà, est-ce que ça c'est des études, c'est des chiffres, vraiment ça vous conforte dans le fait que si demain, par exemple toi Thomas t'es en couple, mais si demain tous tes amis désertent, c'est pas chouette. Très mauvaise fin de phrase. On dirait un slogan, quoi. Si tes amis désertent, c'est pas chouette. Oui, bah Thomas, Julie, enfin. Mais en fait, alors c'est sûr que si les amis désertent, c'est pas chouette. Non, mais je trouve ça intéressant parce que en fait, souvent, l'amour amoureux, on va dire, prend quand même beaucoup plus de place dans notre vie
dans la construction de notre vie, tu vois. Par exemple, il y a plein de rites de l'amour amoureux, quoi. Tu vois, tu fais des dates pour te rencontrer, les premières vacances, présentation potes famille, tu t'installes ensemble, tu te maries, tu fais des enfants, et en gros, t'as un scénario de Disney ou de films comédie romantique archi classiques. Et en fait, l'amitié ne bénéficie pas de tous ces, tu vois, de tous ces rites, de tous ces, de tous ces schémas. En fait, je sais pas trop comment répondre à cette question. Du coup, je vais vous raconter un film qui s'appelle L'Innocent, avec Louis Garrel et Noémie Merlan. Et en fait, c'est l'histoire d'un couple genre Bonnie and Clyde, pas d'un couple, pardon, justement. Ils sont amis. Genre Bonnie and Clyde, voilà, ils braquent des banques, etc. Et c'est l'histoire d'une amitié homme-femme extrêmement forte, tu vois. Tellement forte que justement ils prennent des risques pénaux l'un pour l'autre, etc. Enfin, un film sur l'amitié. Il y a très peu de films sur l'amitié, tu vois. Spoiler alert. Et à la fin, il se roule une énorme galoche, quoi. Et en fait, tu comprends que l'objectif de Louis Garrel... énorme galoche. Parce qu'on a mis sur les plateformes que c'était du contenu accessible aux enfants, donc... Non, mais ils s'embrassent, quoi. Et en fait, tu comprends que Louis Garrel, il avait... il était pas dans le... Enfin, le personnage de Louis Garrel, oui. Il était pas dans l'idée de l'amitié pure homme-femme, il était dans le classique rom-com. En fait, l'objectif, c'était de conquérir Noémie Merlan, tu vois. Ouais. Et moi, je me souviens, pardon, je te coupe, avoir été déçue de cette fin. Mais c'est hyper décevant. Parce que le film est très bien, l'humour, en mode comédie française, franchement, le film est bien fait. Noémie Merlan et Louis Garrel, c'est vraiment un duo qui marche. C'est pas un podcast sur le cinéma. Non, mais c'est décevant moi, je me souviens avoir été déçue de dire, non. Pour moi, tu dis que, je sais plus comment tu l'as formulé, mais sur le fait que sur le fait que le couple prend plein de place dans la construction de la vie, quoi. Mais pour moi, toute cette discussion, elle prouve bien que il y a une volonté politique de pas faire de place à l'amitié comme institution, alors que la famille est vraiment reconnue comme institution. On construit nos relations amoureuses, on grandit, on nous bourre le crâne avec le fait qu'on doit tomber amoureuse, si possible, pour créer une famille, avoir des enfants, avoir un travail. Il y a vraiment tout ça qui participe à la société dans laquelle on vit. Nous, ici, occidentaux, il y a vraiment une volonté politique que la famille, c'est un mode hiérarchique, c'est un mode patriarcal. Et totalement politique. Mais complètement. Et donc, si on laissait la place à cette amitié, autant de place qu'on ne fait à la famille, ça deviendrait hyper dangereux politiquement. L'amitié, c'est une arme de dingue, en fait, par rapport à la puissance que ça a, à la force que ça a, que ça donne aux gens, quoi. Et donc, moi, je suis entièrement d'accord sur cette citation. Pour moi, mes relations amoureuses, je peux dire que j'ai eu 4 histoires amoureuses. Une qui a duré donc 11 ans, qui m'a quand même grandement constituée, même si c'était une histoire hétérosexuelle. Puis j'ai fait mon coming out et j'ai 3 histoires de 3-4 ans, quoi. Et pour moi, ça met des tranches de vie. Mais mes amis, ils traversent tout ça, quoi. L'amitié est pas liée à un contexte. Oui, la rencontre amicale est liée à un contexte, mais l'amitié qui se construit, elle vient vraiment travailler en fond qui je suis et comment je relationne et comment je grandis avec mes amis que la relation de couple peut-être pour moi est plus liée à des tranches de vie, à répondre à des besoins. Après je me trompe peut-être sur la manière de vivre des histoires d'amour, c'est possible. Mais voilà, donc je suis assez d'accord avec cette citation, quoi. Chaque couple a son propre fonctionnement. Certains, du coup, sont très fusionnels, d'autres non. Et cela peut créer des déséquilibres vis-à-vis, du coup, de l'amitié et des amis. Et si ça vous est arrivé, comment on vit cela? Ou peut-être ça vous est pas arrivé d'avoir un couple très fusionnel après, toi, du coup, tu disais que Clara, comme vous êtes ensemble depuis longtemps, ça a vraiment fait... ça a fait fusion avec les amis, pas sans, quoi. Oui, moi je dirais ça. En fait, quand au tout début de notre relation, on est parti à Cuba pendant 3 semaines et ça a été un voyage de dingue. D'abord parce que Cuba c'est un pays de dingue, mais aussi pour la relation, parce que c'était très constructif.
Et on dormait à La Havane chez un type, parce que à Cuba, tu peux pas aller à l'hôtel, ou en tout cas pas quand t'as 20 ans et que t'as pas un rond. Donc on vivait dans une espèce de maison d'hôte un peu, on va dire. Et le père de la famille qui nous recevait, sa maison, la porte de sa maison était physiquement toujours ouverte. Et il y avait toujours du monde qui passait toute la journée dans sa maison. Des neveux, des oncles et tantes, son beau-frère, ses potes, les potes de ses enfants, etc. Et on s'est dit, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on voudrait faire. Donc c'est ça, en tout cas, qu'on essaye de faire. Trop chouette. Moi, j'ai mis ça en place, pas dans cette première relation, qui a duré 11 ans, mais dans mes 3 autres relations, je suis quelqu'un de très fusionnel dans mes relations d'amour, quoi. Donc, c'est moi, en fait, qui mets de côté mes amis. Et en fait, aujourd'hui, j'espère être capable vraiment de vivre ça autrement, quoi. Je pense pas que la fusion soit un mode sain de vivre une histoire amoureuse. Et donc, j'ai fait le choix, en fait, de voir mes amis en coup de vent pendant ces relations. Et c'est super, j'ai des amis formidables qui sont restés, parce que je trouve que je les ai un peu maltraités, quoi. Mais vraiment, vraiment. Et donc, oui, c'est là, je me jure. Je me jure que... Vous entendez, c'est dit dans Non, l'interview. j'ai un désir très très fort, quoi, de trouver un équilibre qui donne autant d'espace à mes amitiés qu'à ma relation amoureuse. Ça me paraît primordial. Ouais. Bon, du coup, c'est une question qui est un petit peu corrélée à celle-là, mais est-ce que pour vous, la charge familiale, donc ce qu'on met dans charge familiale, entre guillemets, c'est le temps qu'on passe avec sa famille, sa belle famille, enfin, etc., etc. Moi, je suis pas super famille et j'essaye d'être assez claire sur le fait que avoir sa famille, c'est déjà pas mal. Donc, j'ai pas envie de me forcer à partager la famille de l'autre. Ce qui veut pas dire que je l'apprécie pas, mais il y a un rapport familial de frères, sœurs, parents qui est un lien tellement complexe d'amour, mais en même temps qui est pas forcément en connexion avec qui on est, que je préfère, tu gères ta famille, je gère la mienne. Si t'as envie, bienvenue. Si j'ai envie, je passe. Mais pour moi, non, ça passe pas avant. Donc ça, c'est clair dès le début, et donc tu te laisses pas, entre guillemets, bouffer par ça, c'est... Ouais. Ouais. Peut-être ça change, l'hétérosexualité ou l'homosexualité change par rapport à ce concept de la famille de l'autre. Ok. Ouais, j'ai été beaucoup plus dans un schéma plus classique en étant en couple hétéro, et je me suis peut-être plus forcée à être dans des endroits de famille, Okay. super famille, mais plus à subir la famille comme je pourrais subir la mienne, accepter, que dans mes histoires après, c'était beaucoup plus clair. Bah non, c'est clair que c'est sûr que ça prend du temps, de l'espace, de l'espace affectif aussi, tu vois, parce que voilà, t'as un temps fini à consacrer aux gens que t'aimes, et une partie de ce temps, il faut bien que tu le consacres à la famille de ton conjoint ou de ta conjointe. Moi, je suis assez famille, justement, pour la mienne en tout cas. Je trouve ça super important. Tu vois, parmi mes meilleurs amis, j'ai des cousins. Je suis très proche de mes oncles et tantes, de mes grands-parents, etc. Donc, c'est très important pour moi. Et donc, de fait, c'est très important que Clara partage ces moments-là avec moi et ma famille. Et du coup, à l'inverse, évidemment, je peux pas être comme ça pour moi et dire après pour les événements familiaux, on va dire, les événements au sens large, tu vois, les déjeuners du dimanche et les rencontres avec ta future belle-sœur ou je sais pas quoi, dire ah non ça m'intéresse pas, je peux pas être là. C'est super difficile. Enfin, je trouve ça super difficile si c'est possible, et peut-être que c'est même pas possible de rentrer complètement dans ta belle famille et tu vois, de construire des relations, on va dire autonomes, tu vois, des relations d'affection autonomes par rapport à ton couple, j'entends, avec les membres de ta belle famille, aussi important soit-elle pour ton conjoint, ta conjointe, et aussi cool soit-elle, parce que, enfin, moi, il s'avère que j'ai plutôt eu du bol de ce point de vue-là, tu vois, tout le monde est hyper cool, hyper accueillant, mais en fait, ouais, je sais pas dans quelle mesure, en tout cas, moi, pour le moment, j'ai toujours pas craqué le code de comment est-ce que tu réussis à créer des relations très fortes avec ta belle famille, même si
t'y consacres quand même pas mal de temps, et effectivement du temps que tu pourrais consacrer à d'autres choses, des passions ou des amis. Mais la manière dont t'en parles, peut-être je projette, mais j'entends quand même qu'il y a une sorte de négociation. J'ai envie que tu partages ce moment avec les gens qui sont ma famille et que j'aime, et donc en échange, je vais faire l'effort quand même. Et donc il y a vraiment ce truc aussi qu'on choisit pas sa famille. Alors c'est complètement ok de rencontrer la famille de l'autre, et il va y avoir des affinités plus ou moins avec l'un ou l'une, et du coup bah peut-être qu'il y a quelqu'un de ta famille qui pourrait complètement être mon ami en fait, et ça match, et voilà. Mais ce rapport un peu forcé, je trouve qu'il fait partie de ce modèle hétéronormé et familial et patriarcal, quoi. Il y a quelque chose de comme tu es en couple, on attend de faire famille, et donc on attend de toi que tu aimes aussi la famille de l'autre, quoi. Ouais. D'ailleurs, il y a un mythe, je partage totalement ce que tu dis. Il n'y a pas de négociation dans le sens vraiment formalisé du truc, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Il y a un peu un échange, tu vois. Dans le sens où, bien sûr, que mon dimanche midi, ton dimanche midi, tu le passerais pas naturellement avec ma mère. Ouais. Ok, peut-être ça te fait plaisir dans le sens où, voilà, ça te fait plaisir, mais c'est pas ce que tu ferais naturellement si t'étais complètement libre de ce schéma-là un peu hétéronormé, patriarcal et tout. Et après, je trouve qu'il y a un mythe, c'est justement de faire famille. Et moi, je crois pas à ce mythe. Et c'est une conversation qu'on a depuis très longtemps avec plein de gens de ma famille, de ma belle famille, etc. C'est la notion de pièce rapportée. C'est-à-dire que, en fait, toi, tu arrives dans une famille, et un peu l'illusion d'optique que tout le monde s'impose, c'est de dire, maintenant, tu fais partie des nôtres, tu fais partie du clan. Ce qui est faux. Parce que, moi, c'est factuellement faux. Moi, je viens d'une mes parents sont divorcés, par exemple, et ils sont restés ensemble 30 ans. Mes deux familles sont cool, et ouais, il y a pas de raison de s'embrouiller, ou de se maxi-embrouiller, en tout cas. Et ben, le jour du divorce, sans aucun pot de départ et pot d'adieu ou je sais pas quoi, il n'y a plus de relation entre mon père et son ex-belle-famille, et inversement. Et je parle de ça, mais c'est hyper commun. Enfin, oui, c'est le format classique des divorces. C'est pareil chez mes parents. Ouais. Mais oui. Ou d'une séparation amoureuse, je pense, sans aller jusqu'au... Tu vois, là, je parle de gens qui se sont quittés après 30 ans de relation, mais ce serait pareil après 10, quoi. Donc, tu ne fais pas famille, alors qu'on fait tous un peu semblant d'essayer de créer une espèce de nouveau noyau, tu vois. Comme si ça faisait partie du contrat, quoi. Ouais, comme si ça faisait partie du contrat, tout en sachant bien, dès que tu creuses un peu, même si je suis sûr qu'il y a des contre-modèles et tout ça, et d'ailleurs, ce serait super d'y arriver, mais moi, je pense que dans vraiment 95% des cas, c'est pas possible. Et au moment de la séparation, et on touche du bois, chacun rentre de son côté, entre guillemets. Oui. Tu vois ce que je veux dire? J'ai un contre-exemple, mais j'ai aussi des parents divorcés. Moi, ma mère s'est mariée à l'âge de 19 ans, et elle venait de Toulouse. Et donc, elle est arrivée en Belgique avec ses parents, son père est venu construire une usine. Arrivée en Belgique à l'âge de 9 ans. Elle a rencontré mon père, elle s'est mariée à l'âge de 19 ans, et ses parents sont repartis au moment où elle s'est mariée, ou peut-être l'année où elle s'est mariée, je pense. Et donc, en fait, la famille de mon père est devenue sa famille. Et donc, ils ont divorcé, et ma mère reste de la famille belge, vraiment. Les événements familiaux, ma mère est là, mon père s'est remarié, mon père a eu d'autres compagnes, et ma mère était présente Enfin voilà, c'est aussi un autre modèle, mais je me perds. Non, mais Mais du coup, comme quoi, ça existe. ça existe, ouais. Ouais. Je pense que ta mère a craqué Elle a craqué le code. Mais c'est ça, c'est par rapport à ce que tu dis sur ce mythe de faire famille. Ouais. Je crois que en tant que parent peut-être, t'as ton fils ou ta fille qui arrive avec son amoureux ou son amoureuse, et donc il y a cette ouverture, ce truc de dire mais je vais aimer son compagnon, son compagne autant que j'aime mon fils. Donc il y a un mensonge en fait. Laissons les gens se rencontrer, mais déjà faire famille en famille, c'est déjà plein de mensonges. On peut pas s'entendre avec tous les gens de notre famille. On peut les aimer d'un amour très conciliant, mais on peut pas les aimer comme des amis. On les choisit, nos amis, quoi. Non. Qu'ajouter à ça? Et est-ce que on en parlait un petit peu justement quand tu disais un peu le schéma Disney, etc., qu'il y a des endroits du coup pour célébrer les mariages, les baptêmes, etc. Est-ce que vous,
vous aimeriez bien célébrer un événement amical avec vos amis, 10 ans d'amitié, un Pax entre amis, voilà, ce genre de choses. Mais moi, j'adorerais faire ça. Je trouve que justement, on manque de ça, quoi. On manque de rites amicaux. C'est un appel de Thomas. Non, mais si les amis écoutent. Non, mais c'est vrai. En fait, par exemple, je nourris un rêve, donc je le partage ici. Un appel. C'est que j'ai un ami, c'est mon plus vieil ami. Voilà, on se connaît, on s'est rencontrés, on avait 6 ans. Donc là, on a passé le cap de nos 25 ans. Voilà. Mais on va dans quelques temps, arriver au cap de nos 30 ans d'amitié. Et j'aimerais bien qu'on fasse quelque chose pour célébrer 30 ans d'amitié, tu vois. Parce que c'est quand même un truc, quoi. Tu vois, d'avoir partagé autant de choses ensemble et de se connaître depuis qu'on est enfant sans discontinuer. C'est un truc incroyable. Donc, moi, j'adorerais pouvoir créer ce genre de rite, puisqu'on en est à partager au niveau familial. Mon père a un ami extrêmement proche et ils fêtent leurs anniversaires ensemble. Je trouve ça trop chouette. Bruno que t'as rencontré. Et ils fêtent leurs anniversaires ensemble. Et peut-être pas tous leurs anniversaires, tu vois, mais les importants, les 5 ou les 10, tu vois. Et je trouve ça trop bien, parce que ça fait un rite de passage un petit peu en commun. Je trouve ça génial de pouvoir faire ça, et je trouve que justement, enfin, je sais pas, il y a tellement, la vie est tellement rythmée par le couple et par des événements de couple, et très peu par l'amitié, alors que en fait. Oui, ça peut être la même chose. C'est un amour aussi, de toute façon. Ouais. Donc c'est la même célébration. Ouais. Moi, un Pax amical, moi, c'est un truc qui me fait vraiment triper. Je trouve ça trop chouette, quoi. Mais peut-être il y a encore quelque chose de trop lié au mariage, quoi. Mais c'est un vrai engagement. C'est assez beau, je trouve, quoi. J'avais entendu un podcast avec 2 amis. Oui, parce que du coup, on se promet la même chose, d'être toujours là pour la personne. Sauf oui. Voilà, il n'y a pas la sexualité qui rentre en compte, mais c'est une promesse d'être toujours là et de s'accompagner. Ouais. Mais donc voilà, j'en ai pas particulièrement besoin, mais je trouve ça symboliquement assez beau. Et moi en effet, j'ai 2 amis qui vivent en Espagne. Et cet ex-compagnon, qui est vraiment un précieux ami aujourd'hui, on va fêter nos 25 ans d'amitié l'année prochaine. On s'est dit qu'on mettait de côté un peu tous les mois pour se faire un voyage tous les 4 pour fêter ça. Super. Ouais, ouais, c'est trop chouette, c'est trop beau. Il faut célébrer. Est-ce que pour vous, l'orientation sexuelle influence le rapport à l'amitié quand on est en couple ? Après, j'ai l'impression que l'homosexualité crée quand même aussi des amitiés particulières, de se retrouver entre lesbiennes. On s'est retrouvés hors normes à un moment donné, et donc il y a des pairs qu'on retrouve, quoi. Il y a nos semblables, quoi. Et donc il y a une amitié, mais une intimité aussi, en fait, qui se partage et qui pour moi a une place, du coup, dans l'espace que ça prend dans nos vies, en étant en couple ou pas. Je crois que ça a un impact. J'arrive pas bien à définir où, comment, mais je crois que ça a un impact quand même. Donc c'est ce qu'on se dit, c'est ce qu'on se disait un peu avant. Donc, moi, je suis vraiment dans le schéma super classique, traditionnel, quoi. Et je trouve que ce que ça donne, ce schéma. Enfin, moi, je me sens super à l'aise dedans, et donc tu vois, j'ai pas de velléité révolutionnaire à renverser ce truc-là. Ça m'est tombé dessus et voilà, je m'y sens bien. Thomas se lance dans une conférence de 5 minutes sur l'hétéronormativité et ce schéma traditionnel qui perdure, lui-même s'étant marié à l'église comme ses parents et ses grands-parents. D'ailleurs, en parlant de grands-parents, attendez d'entendre sa recommandation musicale, Voyage temporel garanti. On le retrouve là pour la suite de ses réflexions. C'est marrant que le modèle traditionnel du couple soit resté quasiment similaire en 150 ans. Alors que y a pas de raison, enfin tout peut évoluer, quoi. Mais si, c'est une volonté politique, vraiment. Et c'est pour ça. Ça rejoint ça rejoint de... Ah oui, mais je suis complètement d'accord. C'est politique. Tu vois que c'est maintenir un ordre de société, parce que ce qui se passe dans l'intime se passe dans le politique. Sortir de la norme, c'est un truc qui coûte, quoi. Qui coûte. Casser le schéma familial, ça coûte. Même si on peut faire un coming out dans une joie énorme,
il y a quand même, quelque part, même en ayant une famille très accueillante, il y a des endroits, moi, où je sens que, quand même, il y a un truc qui a été raté quelque part, quoi. Ouais. Et non, en fait, non. Réinventons les choses. T'es heureuse ou pas, toi, dans ce couple hétéro? Qu'est-ce qui fait que t'es pas heureuse? Comment le réinventer? Et je te demande pas de devenir lesbienne, c'est pas ça la solution. mais par contre, une des solutions, peut-être, ce serait de considérer le couple amoureux comme un couple amical. Alors, ce serait peut-être beaucoup plus Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis sur toute la place de... En gros, il faudrait, pour les gens qui ne se sentent... qui ont envie de remettre en question ce schéma un peu hétéroclassique, etc., il faut une espèce de discours un peu alternatif. Et l'amitié, ça fait partie des discours alternatifs, tu vois, de dire, ok, tu peux construire ta vie autrement que dans le couple, hétéro ou pas, d'ailleurs, juste dans le couple, tu vois, et que tu peux inventer d'autres formes de relationnalité, tu vois. Avec l'amitié au centre de ta vie quotidienne et pas forcément le mariage et les enfants et la vie domestique. Tu vois. Ouais. On arrive doucement vers la fin. Est-ce que vous pensez que vos relations amicales ont été vecteurs d'évolution personnelle au sein de votre vie, du coup? Oh bah oui, forcément, je pense que Si peu. non mais si non mais si forcément, parce que t'es forcément un peu ce que t'es forcément un peu tes amis, tu vois ce que je veux dire, c'est tes amis qui je sais pas, qui t'apprennent, Dans le miroir, quoi. ouais, qui te nourrissent, etc. Donc oui, complètement, surtout dans les périodes très fusionnelles de l'enfance, de l'adolescence, etc. où tu construis une immense partie de ta personnalité de quitter, tu la construis en échange avec tes amis. Donc ouais, moi je dirais que franchement si tu prends une bande de copains de 10 ans et que tu nous mets au milieu, tu vois bien que les personnalités sont très proches, très modelées les unes par les autres, quoi. Je pense que ce serait une question intéressante à poser à des gens qui observent des relations amicales depuis très longtemps, tu vois. Des parents envers Oui. une bande de copains d'enfance, etc. Parce que oui, c'est sûr que tu te façonnes mutuellement, quoi. Ce que tu dis me fait réfléchir. Pour moi, c'est évident qu'elle façonne qui je suis, mais ça fait lien avec. Tu parlais des relations un peu figées, de sortir de relations figées, et pour moi, ça fait encore un autre bond sur la manière dont on est éduqué en tant que fille, en tant que garçon. Tu parlais de cette manière de vous retrouver autour d'une bière, qui finalement est pas super intéressante, mais qui raconte aussi comment on relationne entre hommes, et que peut-être qu'entre filles on est amené et éduqué à se rencontrer et à partager beaucoup plus de choses d'intimité, ce qui revient à ce que tu dis sur le couple, de la femme s'occupe de relationner avec les amis et le gars prend ça moins en charge, et donc cette manière d'avoir l'amitié qui semble un peu figée, enfin tout ça fonctionne dans le même système en fait, tu vois, je sais pas si c'est très clair. Enfin, j'arrive à suivre, moi. Il y a vraiment une façon de nous éduquer, et filles genrées, et en lien avec l'hétérosexualité, et tout ça fait un tout, et je vois que toi-même en fait t'as envie de sortir de ce dans quoi on t'a moulé en fait finalement en tant que garçon, et dans tes relations avec les garçons. Enfin pour moi c'est super important là ce que tu dis, quoi. Et non, pardon, du coup, je t'ai coupé avec un soupir, enfin, une respiration. Mais non, mais je suis 100% d'accord. C'est mon combat de la trentaine, là. C'est qu'il faut sortir les relations homme-homme ou les amitiés homme-homme, plutôt, du carcan dans lequel elles sont inscrites, tu vois. Par exemple, de manière générale, je trouve que les amitiés entre les filles sont beaucoup plus intéressantes parce qu'elles sont beaucoup plus intimes, beaucoup plus profondes, et elles s'en remettent beaucoup plus les unes aux autres, dans les mains de l'autre, tu vois ce que je veux dire? Elles sont beaucoup plus vulnérables, alors que les amitiés masculines, elles sont souvent un peu... tu vois, c'est une espèce de camaraderie un peu potache, centrée sur tu vois, la vanne, la capacité éventuellement à blesser l'autre, la démonstration de virilité.
la comparaison, Ouais. ce qui est pour des jeunes hommes de 30 ans, tu vois, ça joue beaucoup, la comparaison dans ta capacité à rentrer dans le modèle, etc. Et en fait, ça appauvrit, je trouve, les relations masculines, quoi. Et du coup, j'essaye, et je trouve qu'on y arrive bien, surtout dans mes nouvelles amitiés, Il fait des oui-oui de... à construire des relations masculines beaucoup plus profondes, beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus vulnérables. Et un peu plus, alors ça c'est pas du tout 2025, mais un peu plus féminine, quoi, justement, tu vois. D'essayer de se calquer un peu plus sur les relations amicales que peuvent nourrir les femmes. Donc c'était, Ouais. je suis peut-être d'accord avec ce que tu disais juste Mais avant. c'est ça, mais c'est pas la relation qui est vulnérable, c'est vous qui vous rendez Oui. vulnérable dans la relation, Ouais. et c'est ça qui rend la relation super puissante, justement. Ouais. On demande si les relations amicales t'ont façonné, tu dis bah oui, et moi c'est immédiat, Ouais. mais c'est immédiat parce que ces relations amicales, qui sont pour ma part beaucoup entre femmes, sont d'une intimité très forte, et donc c'est pour moi des remises en, pas des remises en question, si, au quotidien en fait. C'est je veux mener une vie heureuse pour moi, et en fait chaque jour je me pose la question de dire est-ce que je fais le bon choix pour moi, est-ce que je fais le bon choix là dans la vie que je décide de mener, dans le monde tel que je le veux. Mais ces amis chaque jour me guident et m'aident à cet endroit-là quand j'ai pas la réponse, quoi. Donc évidemment elle façonne à fond, c'est un grand oui, quoi. En gros, si je résume, Thomas, pour toi, on est des modèles, quoi. Ouais, absolument. Conclusion. Conclusion, les femmes sont des modèles. Très bien. Est-ce que vous avez, et l'un et l'autre, des séries, films, livres qui vous font penser à l'amitié, voilà, qui vous ont marqué sur des relations amicales? Alors moi j'ai mes petites notes. Allez, sortons les Non, petites moi, notes. alors si je pense à un film, je pense à Thelma et Louise. Je peux pas ne pas, hein. Non, moi, en tout cas, il y a 2 livres que j'ai lus récemment, que j'ai lus, là, dans les 2 dernières années, justement sur la relation, amicale. Le premier, ça s'appelle 3, Ah ouais. une aspiration au dehors. Et c'est Éloge de l'amitié. C'est écrit par Geoffrey de Laganerie, je sais pas si je le dis bien. Laganerie. Que j'ai trouvé très fort sur vraiment cette question de l'institution famille et pourquoi pas l'institution de l'amitié, quoi. Après, je l'ai trouvé très masculin et donc ça me manquait de quelque chose, et j'ai découvert Un désir démesuré d'amitié d'Hélène Gianecchini. Et elle, c'est une femme lesbienne, et elle part d'archives, de photos d'archives du milieu LGBT, et ça parle de de l'amitié. C'est vraiment, pour moi, le pendant féminin de ce bouquin, et de la force que ça a, et elle se pose les mêmes questions. C'est quoi être en couple, c'est quoi l'amitié, quelle place on laisse dans nos vies à l'amitié. Aussi des lectures féministes, moi, qui me ramènent à cette sororité, quoi, qui est super importante. Et donc, je pense à Pau de Dorothy Allison, je pense aux Guerrières de Monique Wittig, et je pense à Viendra le temps du feu de Wendy Delorme. J'aurais aimé passer en premier parce que là t'as des références. J'ai lu 3 de Geoffroy de Laganerie. Non, mais je suis 100% d'accord que c'est vraiment le livre le plus intéressant sur l'amitié, mais même en fait on sent que tu l'as lu parce qu'il y a eu plein de choses justement sur la réinvention des modes de relations interpersonnelles, quoi, et plein d'idées autour de remettre l'amitié, voilà, au cœur de la vie, et plein de dénonciations de à quel point la famille, et ça, tu vois, il parle de familialisme autoritaire, donc à quel point le couple prend un espace de dingue dans la vie sociale. Donc moi je suis 100% d'accord avec ça. Du coup, je cite un autre, c'est Nos puissantes amitiés de Alice Rebaud, et qui est journaliste au Monde, et qui donc c'est un peu moins politique, je dirais, que le bouquin de Laganerie. C'est plus descriptif, mais c'est une espèce d'enquête sous forme de livre,
sur des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs qui réinventent des nouvelles manières de vivre. Donc par exemple se paxer déjà entre amis pour se déclarer son amour, adopter un enfant ou élever un enfant ensemble, enfin voilà, inventer des nouveaux modes de vie en commun. Et je trouve que c'est super intéressant de voir que justement il y a plein de petits foyers d'innovation là-dedans. Sinon il y a Friends qui est quand même incontournable quoi. Et qui est Friends. Du coup, j'ai revu Friends à Noël et je trouve ça hyper violent parce que la fin de Friends, c'est Spoiler alert. le mariage et les enfants en fait. Tout le monde. La fin de ta vie et j'avais pas. En fait, je crois que j'avais jamais vu Friends jusqu'au bout parce que c'est super émotif de finir Friends, tu vois. Donc j'avais skippé ce passage et en fait la dernière saison, enfin la deuxième partie de la dernière saison est hyper violent quoi. De dire bah en fait voilà quoi, tu te maries, tu fais des enfants et du coup c'est la fin de ce temps de l'amitié. Voilà. Et une référence de qualité, c'est Le vieux couple de Serge Reggiani. C'est une chanson où en fait Reggiani, pas tout à fait des années 2000, mais c'est intéressant, ça reste très moderne, qui fait en fait sous forme de chanson une déclaration d'amour à son meilleur copain. Et je trouve ça magnifique parce que, tu vois, genre 2 chansons sur 3, c'est des chansons sur l'amour et toutes les modalités de l'amour, etc. Et il y a très peu de chansons sur l'amitié. Et là, c'est vraiment... Alors bon, ça s'appelle Le vieux couple, donc tu vois, ça renvoie à ta première question et tout de suite l'amitié est rapprochée au couple amoureux, mais il fait voilà une déclaration d'amour à son copain, quoi. Et je trouve ça, c'est hyper émouvant, cette chanson. Donc voilà. Je pense à un autre bouquin qui s'appelle À jeu égal, avec le U entre parenthèses, d'Edith Marius-Jules. Elle est géographe de genre. Merci pour ces belles références. On va terminer avec un souvenir amical. Si vous avez un souvenir amical à partager, auquel vous pensez. Normalement, c'est toi qui commence. Ah oui. Tiens, t'en as pas. Si, j'en ai préparé un, bien sûr. Un souvenir amical, ok. Bah si, moi je pense que j'ai un souvenir amical. C'est la première fois que je suis parti en vacances avec des copains. On avait 18 ans et on est parti à côté de Carcassonne avec dans une maison qui appartenait à des parents d'un pote, qui appartiennent toujours. Et on est parti en vacances en voiture. Et ce moment de quitter, donc j'habitais à Paris à l'époque, de quitter Paris en voiture avec 4 copains dedans et la musique à fond, c'était une espèce d'inspiration mais énorme quoi. Et tout d'un coup, je sais pas, j'avais l'impression de changer d'abord de passer un peu à l'âge adulte. et, tu vois, tu vois, c'est pas tes parents qui conduisent quoi, c'est un copain qui conduit. On était en train d'organiser, c'est un énorme mot pour ce qu'on a fait, mais des vacances ensemble, de rigoler pendant 8 ou 10 heures de route, c'était un moment hyper fort. Je pense qu'on s'est beaucoup soudés en tant que groupe là-dedans. Et en plus, je me souviens très précisément du moment d'être dans la voiture avec eux, quoi. J'ai fait une école de théâtre en Italie qui a duré 3 mois. Et c'était une école internationale, donc on était un peu moins d'une trentaine. On parlait 5 langues différentes, quoi. Il y avait 5 langues différentes. Je me souviens de 2 filles espagnoles, et vraiment, elles m'insupportaient. Elles prenaient vraiment mais beaucoup trop de place, C'était super... excentrique, et voilà, il y avait quelque chose presque de chimique là qui marchait pas. Et j'ai fait cette école, je l'ai arrêtée après 1 mois, mais je suis restée en lien avec les gens qui faisaient cette école en cherchant d'autres formations et tout ça. Et sur les 15 derniers jours, au bout de ces 3 mois là, par les fêtes qu'on faisait en groupe, et je me suis rapprochée de ces filles. Et en fait, il y a une relation là qui s'est développée, qui s'est déployée à une vitesse incroyable en 15 ans. Et c'est les 2 filles avec qui on va fêter nos 25 ans d'amitié. Là, c'est des perles dans ma vie, quoi. C'est juste complètement dingue. C'est juste ça, un peu mal commencé, mais elles n'y sont pour rien. Et donc, pour moi, ça raconte aussi sur qu'est-ce qu'elle venait chercher de moi que j'aurais tant aimé avoir, peut-être, et que m'insupportait, ou qu'est-ce qui fait que ça t'a questionné de toi. Ouais, que j'ai d'abord été dans le rejet, et bon, elles le savent, on en rit beaucoup. Mais en tout cas, oui, c'est des amitiés très très fortes aujourd'hui, même si elles sont loin géographiquement. Voilà. Parfois, on est surpris par ça. Ouais. C'est ça aussi, c'est que ça change des choses en nous.
du coup. Oui. C'est la rencontre de l'autre, en fait. Ouais. Et aussi, je me faisais une réflexion où, là, je commence à avoir des amis de longue date et des amis qui ont des enfants. Moi, j'ai pas d'enfants. Et donc, les enfants de mes amis grandissent. Là où je suis dans une relation d'amicale forte avec des amis, le temps passant, je finis aussi par être l'ami des enfants de mes amis. Et là ça devient, c'est encore autre chose. Je suis pas, je sais pas. En tout cas, il y a une relation qui n'est pas juste, ce sont les enfants de mes amis. Il y a quand même quelque chose. Relation forte. Des gens, c'est des jeunes adultes aujourd'hui, mais que j'ai vu grandir et c'est très beau aussi comme relation. Oui, c'est un lien qui perdure. Ouais. Même si t'arrives pas à le définir, c'est un lien fort, quoi. Ouais. Comme une tante un peu, proche. Ouais. Pourquoi Famille. Pardon. Mais c'est vrai, et à contrario, j'ai une petite sœur qui a 25 ans, et là, il y a un lien d'amitié aussi il y a quelque chose qui se réinvente autrement, quoi, oui. Oui, c'est le lien. Je pense que c'est ça le mot le plus... Mais on a besoin de chercher des repères dans la famille pour savoir quelle force a ce lien, en fait. Comme c'est justifié. C'est ma sœur, c'est ma tante, ce serait super, en fait, qu'on arrive à réinventer un nouveau vocabulaire propre à cette force de l'amitié. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci. C'était très chouette, merci. Pour tous ces échanges et témoignages. Ouais. Thomas, enchanté. On va pouvoir apprendre à se connaître maintenant avec Julie. On va faire un gros débrief. Vous venez d'écouter l'épisode 3 du Ginette Club avec Julie et Thomas. La semaine prochaine, nous accueillons 2 nouvelles invitées pour l'épisode intitulé « Celles qui font mal ». Ce podcast est sponsorisé par Egoa Studio, écrit et réalisé par Marion Dumail et Julie Vigne. Merci à Pars pour la musique originale et à Nono Sono pour le matériel. Enfin. À vous les studios. Voilà, c'était balancé. Parfait.